Je pense que vraiment, c'est pour l'éducation. Allez-y. Monsieur le Commerce, Madame Lécheville, je vous remercie pour vos réponses. D'abord, sur l'initiative, je viens de voir, je trouve que c'est une très bonne initiative. Je pense réellement que travailler au vivre ensemble et à la rencontre est une très bonne chose. Il y a déjà des choses qui ont été faites pendant le Ramadan. Il y a la mise à disposition de mobilier, il y a des rencontres déjà qui se font, l'ouverture de l'église Place Saint-Jos. Ceci est pas d'activité que je trouve très bénéfique pour chacun. La prise en considération du fait qu'il fallait accompagner les lieux de culte vers la reconnaissance. Je suis vraiment heureux d'entendre que ce travail est fait. Concernant la sécurisation, le volet que vous soulevez sur la sécurité, effectivement, par rapport au risque d'agression venant de l'extérieur, je pense que c'est une bonne chose et je pense que l'initiative que vous aviez prise de rencontrer l'ensemble des représentants du culte, de les écouter, était quelque chose de positif. Comme le fait de vous être opposé à une certaine période aux tracasseries du ministre de l'Intérieur du gouvernement actuel précédent, je ne sais plus ce qu'il est, mais en tout cas, voilà, je trouvais que c'était des bonnes initiatives qui allaient dans le bon sens et la prise en considération des problèmes urbanistiques et des dangers que ça présente, et c'était ce volet-là en termes de sécurité, c'était plus porte anti-feu, sortie de secours, système d'alarme, système d'électricité qui n'est pas aux normes, c'était tous ces volets-là, mais vous me dites que vous avez ça comme préoccupation également, et je trouve que c'est une bonne chose, donc voilà. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Nous sommes à présent aux interpellations. Nous avons. Pardon. Oui, non. Il n'y a pas une. La question d'actualité viendra ensuite, c'est dans cet ordre-là. Jeu. Puisque votre motion fera l'objet d'une concertation en commission, je vous remercie encore, nous sommes le 31. Madame Tordet, c'est votre première intervention au Conseil, c'est bien cela? Oui. En interpellation? Oui, monsieur. Très bien. Président. Félicitations, c'est à vous. Vous en avez deux. Commencez par la première, avant de vous dire sur votre formation et outils en matière de marché public. Je vous ai. Merci, monsieur le Président. La nouvelle loi en matière de marché public, qui date du 17 juin 2016 et ses arrêtés d'exécution dont je vous ferai grâce des titres complets, est entrée en vigueur le 30 juin 2017 et a amendé de manière relativement substantielle la législation sur les marchés publics. La législation sur les marchés publics est à la fois complexe et requiert une compréhension approfondie afin d'éviter des recours pouvant mener à des suspensions de contrat, laissant les autorités concernées bien démunies puisqu'incapables de se fournir en biens ou en services parfois essentiels à son fonctionnement, pour des périodes plus ou moins longues, voire à des annulations de contrats avec des conséquences dommageables, le tout sans parler des coûts pour les finances communales que peut induire la représentation en justice dans tel cas. Au vu des enjeux, il est essentiel de s'assurer que le personnel communal est formé de manière adéquate au maniement de la législation. En conséquence, pourriez-vous nous fournir les chiffres suivants? Le nombre de formations en marché public suivies par le personnel communal depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2016, donc depuis le 30 juin 2017, dont le nombre de formations relatives au marché de travaux d'une part et le nombre de formations relatives au marché de biens et services d'autre part. Le nombre de membres du personnel de l'administration communale, indépendamment de leur statut, ayant bénéficié de ces formations. Le ratio nombre de membres du personnel communal formés à la nouvelle législation versus le nombre d'agents communaux en charge de la passation des marchés publics. Et le nombre global d'agents communaux en charge de la passation des marchés publics, des services dans lesquels ils exercent leurs fonctions, leur grade et ancienneté dans la fonction. Par ailleurs, les marchés publics publiés par la commune sont développés à l'aide du logiciel 3P. Pourriez-vous nous indiquer les éléments suivants relatifs à ce contrat, la date de début du contrat et sa durée, l'amplitude des services fournis dans le cadre du contrat, s'agit-il d'une simple mise à disposition du logiciel que la commune bénéficie-t-elle des services de relecture des clauses de marché, et concernant les coûts du contrat, quel est le coût de location du logiciel,
Et quels sont les coûts complémentaires éventuels liés par exemple à la relecture des clauses contractuelles? S'agit-il de coûts à la prestation ou des montants de coûts mensuels? Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre interpellation. Le journée savourée. Voilà, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Cornet, pour cette interpellation qui permet de mettre en lumière l'importance des marchés publics dans le fonctionnement des pouvoirs publics. Alors, pour ce qui est de la commune, le collège partage complètement votre point de vue, à savoir l'importance d'une formation continue et d'une bonne application de la législation sur les marchés publics. Cette législation qui en rebute plus d'un est cependant essentielle pour assurer une égalité entre les soumissionnaires et permettre aux pouvoirs locaux de fonctionner. Aussi, afin que les équipes soient efficacement formées suite à la modification législative que vous avez rappelée à juste titre, le collège a pris les décisions suivantes. Nous avons organisé avec un cabinet d'avocats une formation interne en plusieurs modules. Un premier module destiné à tous les agents communaux ayant à gérer des marchés publics de près ou de loin. Il a eu lieu le 17 octobre 2017 et a regroupé plus de 50 participants. Un deuxième module destiné plus spécifiquement aux agents du département en charge des marchés publics et du service juridique s'est tenu le 13 novembre 2017. Et puis, nous ne sommes pas arrêtés, nous avons poursuivi avec un troisième module, dit d'approfondissement du module numéro 2, qui a eu lieu le 14 novembre 2017. Alors, outre l'ensemble des personnes qui s'occupent de la passation des marchés publics dans leurs départements respectifs, la commune dispose d'un département spécialement dédié aux marchés publics qui compte 4 personnes et qui apporte également une aide à l'ensemble des départements. En ce qui concerne maintenant les aspects plus techniques, avec notamment le logiciel 3P, il est évidemment d'une importance capitale puisqu'il fournit une assistance à la construction d'un marché public. Il permet de structurer, d'organiser toutes les phases de la création de la passation à la passation de ceux-ci. C'est également un outil qui permet un accompagnement avec un personnel qualifié et l'accès à un espace de travail avec un nombre important d'autres localités publiques. Alors, le contrat court actuellement. Il a démarré le mois de mai 2017 et il va jusqu'au mois de mai 2021, pour une période de 4 ans. En ce qui nous concerne, il s'agit uniquement d'une mise à disposition d'un logiciel, donc d'une licence, y compris l'installation qui est gratuite, les formations gratuites, la récupération des données pour les dossiers en cours nécessitant un suivi et le helpdesk. Concernant maintenant le coût de l'allocation du logiciel, le montant se porte à 30 000 €, avec 21% de TVA comprise. Donc, par an, c'est environ 12 000 €. C'est 30 000 € par an, soit 120 000 € pour les 4 années. Nous n'avons aucun autre coût complémentaire, si ce n'est la conclusion d'un deuxième marché pour la maintenance du logiciel. Voilà les éléments de réponse que je pouvais vous donner à ce stade. Je vous remercie. Madame Cornet, je vous invite à faire votre deuxième interpellation, l'internalisation de la gestion du stationnement communal. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Donc, le Collège a annoncé il y a quelques semaines 2 mesures phares en matière de stationnement sur le territoire communal. D'une part, l'extension de la plage horaire de stationnement payant jusqu'à 21 h, visant à permettre, selon les termes présents sur le site web de la commune, aux riverains de se garer plus facilement à proximité de leur domicile. Et deuxième mesure, l'internalisation de la gestion du stationnement communal. Il nous semble utile, au fin d'être à mesure d'évaluer ces 2 mesures, de disposer des chiffres avant l'application de ces mesures. Pourriez-vous dès lors nous fournir les chiffres suivants? Le chiffre d'affaires global généré par le stationnement payant sur le territoire de la commune pour la durée d'une année, donc en dehors des cartes de riverains, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Les prix des services du prestataire de services qui était donc la société Rowers pendant la même période, la date de fin planifiée du contrat avec la société Rowers, les indemnités éventuellement dues à cette société en vue de la résolution du contrat. Et si ces chiffres sont déjà connus, le nombre de membres du personnel communal estimé nécessaire pour effectuer les tâches de gestion du stationnement et le coût estimé des salaires à cet égard. Si ces chiffres sont connus, le montant des investissements en matériel et le montant des services requis au fin du fonctionnement du service. On pense d'une part au matériel de relevé des plaques, les logiciels accompagnant ce matériel, ainsi que le soutien informatique pour garder les logiciels à jour. Dans la mesure où la gestion internalisée du stationnement payant implique forcément un traitement de données personnelles soumis au respect du règlement général sur la protection des données,
Je pense au relevé des plaques minéralogiques, le traitement des noms et adresses des personnes concernées. Quelles mesures la commune envisage-t-elle pour assurer la sécurité de ces données et les coûts induits par ces mesures? Dans la mesure où l'internalisation, excusez-moi, c'est un mot compliqué, du stationnement payant s'accompagne de coûts qui pourraient s'avérer conséquents pour les finances communales, pourriez-vous nous donner le détail des conditions qui étaient imposées par Parking Brussels lors de la négociation que la commune de Saint-Josse a menée avec celle-ci, notamment les termes qui étaient proposés en matière de rétrocession des rétributions? Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, c'est Richard. Je vois que tout avec le micro, ce sera. Je vous remercie, Madame la conseillère, pour l'intérêt que vous portez aux questions de stationnement. Alors, à titre liminaire, je vous confirme que le Collège des bourgmestres des Échevins a décidé le 17 septembre dernier d'internaliser le contrôle et la gestion du stationnement en voirie à partir du 1er janvier 2020. Cette décision fait suite d'une part aux analyses réalisées par les services communaux après diverses rencontres avec des communes qui exercent elles-mêmes les missions de contrôle du stationnement en voirie et de perception de redevance, et d'autre part aux nombreux échanges très constructifs que la commune a eu depuis 2015 avec l'agence régionale de stationnement Parking Brussels sur l'éventualité d'un transfert de ces missions au niveau régional. Actuellement, et ce jusqu'au 31 décembre, ces missions sont exercées par un prestataire privé qui donne pleine satisfaction. Cependant, l'ordonnance du 20 juillet 2016 modifiant l'ordonnance du 22 janvier 2019 organisant la politique du stationnement en région bruxelloise impose désormais aux communes soit de gérer elles-mêmes ces missions, soit de les déléguer à la région, à l'ARS, donc le Parking Bruxelles. La commune de Saint-Josse devait donc d'analyser consciencieusement toutes les possibilités qui s'offraient à elle, ainsi que les conséquences d'une telle décision, tant en termes de politique de mobilité que d'autonomie opérationnelle. Après réflexion, la commune a décidé d'exercer elle-même les missions de contrôle du stationnement en voirie et de perception des redevances. Comme vous le savez, la problématique du stationnement est un enjeu majeur de la mobilité. L'absence de places disponibles contribue en effet à augmenter la congestion automobile dans nos voies. Résoudre cette question, c'est déjà apporter en grande partie des solutions aux problèmes de mobilité que rencontrent les tenants de droit. En réponse à ce défi, la commune de Saint-Josse a décidé d'opter pour une approche globale et intégrée du stationnement sur son territoire. Effectivement, vous l'avez cité, il y avait la volonté de la commune de passer les horaires de contrôle de 18h à 21h pour permettre à un maximum de riverains de trouver une place plus facilement en soirée. Il y a ici maintenant l'internalisation des missions de contrôle et de perception, qui est une étape logique et nécessaire, mais il y avait aussi deux autres mesures ou engagements que la commune a prises, notamment, et qui contribueront à cette approche globale et intégrée du stationnement sur le territoire. C'est la reprise en gestion du parking Skelka, qui comporte actuellement 470 places et qui était auparavant en concession à un opérateur privé. Et puis aussi la volonté de la commune d'augmenter l'offre de stationnement hors voirie et essayer d'atteindre une offre de 800 places de stationnement hors voirie. Alors, évidemment, cette internalisation du contrôle du stationnement devra se faire avec un personnel formé qui connaît son territoire et ses habitants, car tout cela contribuera à assurer à la commune une maîtrise totale de sa politique de mobilité. Cette reprise en interne du contrôle et de la perception s'accompagnera aussi d'une modernisation de nos équipements. Pour répondre de manière plus précise à vos différentes questions, concernant la première et la deuxième question, voilà, nous ne disposons pas à ce stade de chiffres pour la période demandée. Concernant la troisième et la quatrième question, la fin de la convention avec le prestataire externe est le 31 décembre 2019. Aucune indemnité n'est due vu que la concession s'arrête à cette date à défaut d'une reconduction de la norme. Concernant les cinquième et sixième questions, dès lors qu'il s'agit d'un nouveau métier pour la commune,
l'identification ainsi que la définition des besoins tant humains qu'organisationnels sont en cours. Concernant votre 7e question, la commune ainsi que ses éventuels partenaires se conformera bien évidemment au règlement général de protection des données, comme elle le fait d'ailleurs depuis l'entrée en vigueur de ce dernier en mai 2018 dans des domaines autres que le stationnement. Concernant votre 8e question, mi-septembre, soit 3 mois et demi avant la fin de la convention avec l'opérateur privé, les conditions financières et opérationnelles d'un transfert à la région étaient loin d'être garanties. Voilà les éléments que nous pouvions vous apporter à ce stade. Je vous remercie. Je m'étonne juste que la commune n'ait pas connaissance du prix des services du prestataire de services. Vous aviez un marché, on en revient à nos marchés publics, j'aime ça. C'est la raison pour laquelle j'aime tellement mes marchés publics, c'est que c'est l'utilisation correcte des financements, des finances de la commune, c'est-à-dire à la fin les finances de tout un chacun ici. Donc c'est important pour moi. Je trouve très étonnant que le contrat ne mentionne pas un prix et que vous n'êtes pas capable de me donner un prix. Et pour ce qui est du règlement général sur la protection des données, j'y reviendrai certainement dans des interpellations futures. Je reste un peu sur ma fin, sur on respecte bien. Oui, la question était plus détaillée que ça, elle demandait quelles mesures. Et la réponse quant au lien avec Parking Brussels est très évasive. C'est un peu frustrant. Je vous remercie pour votre réaction. Monsieur Roukels, vous avez une interpellation. La première porte sur le cimetière sans pesticides. En effet, j'ai profité de la Toussaint pour vous soumettre une interpellation sur notre cimetière. Si vous dérange pas, je vais la faire en néerlandais. J'ai le temps de le traduire en français. Dus, ik zou inderdaad graag interpelleren over onze begraafplaats. En waarom doe ik dat? Omdat er sinds 2013 een verbod is het gebruik van pesticiden in openbare ruimtes, waaronder onze begraafplaats. En ja, er was een overgangsperiode tot het einde van 2018, dus nu zitten we in het eerste kalenderjaar waarin we het formeel verbod hebben op pesticiden. Dat is goed nieuws voor het personeel, vooral van de begraafplaats, want uiteraard zijn pesticiden kankerverwekkend en niet zo gezond. Maar dat heeft ook een negatieve kant, en dat is dat het heel moeilijk wordt om een begraafplaats onkruidvrij te houden. Dat zorgt ervoor dat het onderhoud veel duurder wordt, arbeidsintensiever wordt, vooral als men het kerkhof zoals het nu bestaat behoudt en er geen aanpassingen aan doet. Maar er zijn heel wat mogelijkheden, technieken om de begraafplaats op een andere manier in te richten, zodat er ook minder tijd en geld moet besteed worden aan onderhoud. Dus meer en meer gemeenten doen dat ook. En ze vormen een begraafplaats om daarmee duurzame, groene begraafplaatsen waar pesticiden eigenlijk gewoon overbodig worden en waar het personeel ook niet de hele dag onkruid zit te bieden. Dat kan ervoor zorgen om meer groen aan te planten, om minder paden in grind en dolomiet aan te leggen. En dat maakt het ook op een aangename omgeving voor de mensen die naar de begraafplaats gaan, om dierbaren op begraven te bezoeken, maar ook voor het personeel zelf wordt het interessanter werken. Dus, mijn vraag: is de begraafplaats van Sint-Joost nu volledig pesticidevrij, zoals de wetgeving het oplegt? Wat betekent dit voor het onderhoud van de begraafplaats? Wat de werklast betreft. Ik zou ook graag weten hoe personeelsleden er in het kerkhof actief zijn om die taken uit te voeren. Hoe zijn de werkmethoden van het personeel aangepast sinds het verbod van pesticiden? En is er een reflectie geweest of aan de gang, of bent u bereid om dat te doen, om de begraafplaats onderhoudsvriendelijker, groener, duurzamer in te richten, eventueel in samenspraak met Leefmilieubus?
Dank u, meneer Roepers. Dank u wel. Ik wil eerst bedanken voor uw interpellatie. Ik ben een beetje verbaasd, omdat traditioneel is een Nederlandstalige interpellatie, maar het gesprek is in Frans. Mag ik in Frans antwoorden? Ja, dank u wel. Je vous remercie pour cette interpellation qui porte vraiment sur le cimetière communal. Je tiens ici à remercier tous les membres du conseil communal qui nous ont accompagnés pour la commémoration, pour les victimes des deux grandes guerres. Nous étions réunis, vous étiez des nôtres avec d'autres membres que je salue encore une fois. Alors, je confirme tout d'abord que le cimetière communal de Saint-Josse a supprimé l'utilisation de pesticides en vue d'une gestion plus écologique et plus respectueuse de la santé du personnel communal, mais également des visiteurs. Alors, le cimetière est un espace vert à part entière, dédié en priorité au recueillement des familles, des proches, mais aussi, pourquoi pas, à la promenade et à la réflexion et à la méditation. J'aime bien aussi cet aspect, je trouve que c'est des lieux qui sont vraiment apaisants. La diversité des milieux présents dans un cimetière permet potentiellement à un grand nombre d'espèces sauvages de s'y exprimer, sans nuire à la vocation de l'espace. Ce n'est pas incompatible. Alors que les plantes sauvages, par exemple, ont été considérées comme une contrainte en ces lieux depuis des dizaines d'années. Repenser leur gestion permet de faire de cette nature un allié propice pour qu'il y ait un cadre qui soit à la fois serein, attractif et diversifié. En ce faisant, nous avons promis de dynamiser la présence de la biodiversité en mettant en place des structures discrètes qui seront autant d'opportunités pour le développement de la vie sauvage. Nous avons en effet de nombreux arbres et arbustes permettant à toute une faune de pouvoir s'y développer, en ce compris des moineaux qui trouvent difficilement dans un espace urbanisé des endroits pour se reproduire et se nicher. On est aussi en train d'expérimenter une verdurisation de certaines allées ou chemins de cimetière en y laissant pousser de la pelouse afin de rendre le cimetière plus facile à entretenir, plus vert et plus durable. En effet, il suffit uniquement de tondre la pelouse en lieu et place d'enlever les mauvaises herbes et cela est plus rapide pour le personnel, mais aussi positif d'un point de vue de la gestion du personnel. Maintenant, sur la question de l'entretien, celui-ci est réalisé à la main, avec des outils tels que la binette qui permet d'amoublir la couche superficielle du sol autour des tombes ou des arbustes. La mauvaise herbe est binée de cette manière. On brûle les mauvaises herbes dans les rigoles avec un brûleur et pour faucher les herbes hautes, travailler sur les terrains pentus ou l'entretien des allées, nous utilisons une débroussailleuse qui permet de travailler de façon plus intensive. Et plus ponctuellement sur la question du personnel, ce sont 10 personnes qui sont affectées au cimetière avec 8 qui font l'entretien. Voilà les éléments de réponse que je peux partager, M. Moukalis. Est-ce que vous avez pensé à augmenter peut-être les plus d'arbres? Certaines parties du cimetière sont très arborées, mais à l'arrière du cimetière, il y a très peu de végétation, très peu d'arbres. Est-ce qu'il y a une réflexion sur planter plus de... Alors, la première réflexion a été de végétaliser davantage les allées, de laisser plus de place à une biodiversité avec des plantes plus naturelles. La question des arbres n'a pas été évoquée à ce stade, mais je vais évidemment en parler avec les responsables concernés. Effectivement, c'est une des possibilités que nous pouvons nous donner. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je vous laisse votre deuxième interpellation. Cette interpellation porte sur les nouveaux contrats de quartier. Donc, il y a eu une nouvelle série de contrats de quartier qui a été octroyée par la région aux communes. Saint-Josse était candidat, mais n'a malheureusement pas été retenu par la région. Et donc là aussi, si vous le permettez, je suis passé au néerlandais. Onze gemeente diende samen met 7 andere gemeentes bij het gewest een dossier voor het vormen van een nieuwbouwcontract. En de Sint-Joost voorgestelde perimeter had ons naam Noord-Koningsstraat, de Noordwijk met andere woorden. En helaas voor deze reeks werden uiteindelijk 3 wijkcontracten toegekend aan het gewest en Sint-Joost is daar niet bij. De regering koos op voorspraak van minister-president Vervoort voor Schaarbeek, Sint-Gillis en Anderlecht. En die gemeentes krijgen dan 14 miljoen euro per wijkcontract. Nu, om een keuze te maken, baseert het gewest zich op 4 criteria.
Het eerste was een keuze van de perimeter. Het tweede was verschillende opportuniteiten in zaken vastgoed dat we konden verwerven. De noden van de wijk, dat was het derde criterium. En het vierde criterium was de inzet van middelen door de gemeente. Daarboven waren er ook andere indicatoren op basis van de wijkmonitoring. Het aantal groene ruimtes, kwaliteit van het woningpark en ook de verhouding sociale woningen en mensen die op de wachtlijst staan voor zo'n woning. Nu, de evaluatie onder leiding van de diensten van minister-president Vervoort is negatief voor Sint-Joost. En als enige van de 8 gemeentes heeft het ook een dossier dat als zwak werd beoordeeld. Het zijn ook mijn woorden, dus de evaluatie van het gewest. Uit het dossier blijkt dan dat de perimeter interessant was. Dus het gemeentebestuur had een goede perimeter voorgesteld, maar zou hebben nagelaten om aan te geven hoe het complementair is met het huidige gewestelijk contract voor stadsvernieuwing. In dezelfde perimeter. Ook maakte de gemeente blijkbaar weinig innovatieve keuzes en legde prioriteiten vast die buiten de scope van het wijkcontract vallen. En het gewest stelt ook dat de voorgestelde vastgoedopportuniteiten die de gemeente voordraagt niet in overeenstemming zouden geweest zijn met de nodig. Ik zeg zouden, want ik weet het niet. Ik heb het dossier van de gemeente niet gezien. En ja, het gewest had ook twijfels bij de capaciteiten van de gemeente om het wijkcontract uit te voeren en verwees dan ook naar het wijkcontract Liedekerke, waar de realisatiegraad heel laag was. We weten allemaal waarom dat was. De problemen met de regio stadsvernieuwing. Maar ja, het wordt aangedragen als reden om Sint-Joost niet te weerhouden. Conclusie. Ik wil zeker niet kritiek geven op het personeel van de gemeente. Ik ben er mij erg van bewust dat het indienen van een dossier voor een wijkcontract, voor structuurfondsen, dat een heel moeilijke taak is en dat je heel veel know-how moet hebben om dat te doen. En klaarblijkelijk is er iets fout gelopen, we hebben niet meer die expertise om een dossier in te dienen dat door het gewest dan als positief wordt gekenmerkt. Dus mijn vraag. Hoe reageert het Schepencollege op de beslissing van de diensten van de minister-president? Kan het Schepencollege kort samenvatten welke prioriteiten en opportuniteiten de gemeente in haar kandidatuur had opgenomen? Welke maatregelen gaat het Schepencollege nemen om na die negatieve evaluatie proberen dan in de toekomst dossiers in te dienen die wel misschien meer kans op slagen hebben? En zal er worden gezocht naar bijkomende kennis, know-how om die dienst voor stadsvernieuwing te versterken? En wat betekent het concreet voor de renovatie, de afbraak en heropbouw van verschillende huizen die de gemeente heeft aangevoerd in de Noordwijk? Ik vermoed dat dat een deel was van de kandidatuur van het wijkcontract om daar middelen voor los te weken van het gewest om die huizen die we gekocht hebben. Dus hoe gaat u dan te werk gaan om die huizen te renoveren boven? Enzovoort. Merci, monsieur Hawkins. Vos mes amours. Merci, monsieur Hawkins. Donc moi, on n'a pas reçu de réponse officielle du gouvernement ni du ministre-président. Il m'est difficile de commenter une décision du gouvernement sans en avoir, je dirais, la précision. Par contre, comme vous, j'imagine, j'ai pu lire dans la presse que la commune de Saint-Josse n'a pas été retenue. Je n'en connais pas les motivations. Ce que je peux dire à ce stade, c'est que si on doute de la capacité de la commune de Saint-Josse de mettre en œuvre des politiques de rénovation urbaine, c'est qu'on ne regarde pas ce qui se passe sur le territoire communal de haut en bas, depuis Madoux jusqu'à Angers. Ça bouge dans tous les sens, et on est capable de porter des dossiers. Certes, il y a des avenants, certes, il y a parfois des retards, mais on est quand même capable de porter des dossiers. Alors, je ne sais pas ce qui a motivé le gouvernement à prendre ces décisions. Je constate que la commune de Scarbeck, qui a introduit sur la même zone un contrat de quartier, l'a obtenu.
alors qu'elle était aussi bénéficiaire comme nous d'un contrat régional. C'était plus le contrat sur les espaces publics dont on a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi leur contrat a été retenu, le nôtre pas. Donc j'attendrai, avant de me prononcer, d'avoir des informations de la région. Je voudrais aussi préciser que, contrairement au contrat de quartier durable de la rue Decker, dans le contrat de quartier durable à Seloin, on est pratiquement à 100% de dépenses. Nous n'avons pas été en échec, du contraire. Ce que nous avons dit, nous l'avons réalisé. Et par exemple, sur la partie qui n'était pas afférente à la commune, c'est le fédéral qui n'a pas fait le travail. Tout à l'heure, je t'ai interrogé sur la salle péristé et l'entrée. C'est pas un dossier que nous portons au départ. Hein. C'est le Béléris qui devait le porter. À un moment donné, ils n'ont pas pu le porter plus en avant pour des raisons pour lesquelles je ne fais pas de commentaires, mais nous l'avons pris et nous l'avons sorti de terre très vite. Et donc, nous avons quand même, contrairement à d'autres communes, un service de la rénovation urbaine professionnel qui sait ce qu'il fait et qui est capable de s'adapter sur le terrain. Maintenant, je ne vais pas vous lire tout le dossier, parce que le dossier est important, mais quand même en donner peut-être quelques principes. Évidemment, il y a des priorités, des opportunités immobilières fixées dans notre candidature. Je pense notamment à la création et la rénovation de logements par les pouvoirs publics. Je ne vais pas détailler le nom des rues, mais il y avait toute une série de propositions qui sont faites. 2, l'aide ou incitant destiné aux propriétaires privés en vue de la rénovation de leurs biens. Pour nous, c'est une priorité absolue. On ne peut pas se limiter simplement au projet public. Il faut que le privé puisse bénéficier de l'aide. La tour d'habitation privée au numéro 1, ainsi que l'immeuble du Miramar au numéro 5 de la place Saint-Lazare, nous l'avions inscrit dans le contrat de quartier pour voir s'il n'était pas possible de lancer un grand programme partenariat public-privé permettant de résoudre certains obstacles à la rénovation et à la mise en conformité de ce type d'immeuble. En matière de propreté, nous avons prévu la poursuite des actions entreprises par nos services d'éco-conseil, la lutte contre les dépôts clandestins ainsi que le renforcement du nettoyage des rues. En matière de commerce, l'encadrement des activités dans le quartier, avec notamment au niveau du boulevard Saint-Lazare, l'idée de développer des activités commerciales de type Horeca. La proximité immédiate de la gare du Nord ainsi que celle du quartier Manhattan représente un potentiel qui n'est pas du tout exploité au profit du développement économique du quartier. Au niveau des infrastructures de proximité, une attention pour la maison de jeunes, le Clou, qui était prévue, l'installation d'une antenne de CPS dont on a souvent parlé, et alors la salle Roger. Nous avions aussi intégré la salle Roger que nous n'avons pas pu intégrer dans le contrat régional de rénovation. Je peux poursuivre. Il y a encore, en matière socio-économique, évidemment, les projets de formation et la mise en application des compétences acquises dans les projets de rénovation d'espaces publics et de bâtiments. Projets au travers des partenariats innovants avec éventuellement les entreprises opérateurs du secteur public et privé. Projets de type service aux ménages et aux personnes. Et alors, les activités participatives, avec la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale, nous prévoyons des actions participatives avec le jeune public, primordialement les habitants du quartier, en vue de créer une identité visuelle et culturelle pour le quartier, ce qui permettrait de faire un lien coloré et ludique entre les deux versants de la commune interquartier et de renforcer les échanges. Voilà en vrac, je n'ai pas voulu être trop long, les choses qui sont proposées. Donc, à ce stade, nous avons envoyé un courrier à la région pour avoir les motivations de la région. Actuellement, objectivement, j'ignore tout, parce que quand vous lisez l'article, on dit qui sont les lauréats, on dit quelle a été la méthode, etc. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on aura ça, on aura à cœur, évidemment, de rencontrer le ministre-président, de rencontrer les autorités pour apporter des éléments de réponse, des éclairages s'il le faut. Mais je pense que avec la population la plus pauvre du pays, avec la plus forte densité de population, avec la précarité qui règne dans le quartier, si ce quartier n'est pas repris dans les contrats de quartier, ce serait une erreur absolue des pouvoirs publics régionaux. On ne pouvait pas le comprendre. Et je suis heureux d'observer qu'il reçoit de l'argent pour la ville de la Poste jusqu'à la ville verte et plus bas. Je trouve ça très bien, très positif. Et je ne pourrais pas comprendre que Saint-Josse passe à côté de ce rendez-vous des contrats de quartier. Bon, j'aimerais que rien n'empêche la commune de réintroduire un dossier dans les années qui viennent pour la prochaine série de contrats de quartier. Peut-être qu'il faut voir ceci comme une invitation de améliorer, peaufiner le dossier pour qu'il soit plus
qu'il ait plus de succès devant le jury. Mais ce que je me demande, enfin, le message que je voulais passer, c'est que c'est c'est très spécifique comme talent d'introduire des dossiers de subsides. On l'a vu aussi avec les fonds structurels il y a quelques années où la commune n'a pas obtenu des fonds pour la maison de culture. Je crois qu'il faut un know-how, connaissance spécifique qu'on pourrait peut-être améliorer ou on pourrait faire de sorte qu'avec un coaching, on fasse des dossiers qui plaisent plus à la région. Je ne sais pas, je suis en train de penser tout haut. Mais est-ce que vous allez, dans les années à venir, réintroduire des dossiers ou est-ce que vous allez chercher d'autres moyens pour, par exemple, trouver des financements pour rénover les logements que nous avons achetés, des bâtiments que nous avons achetés les dernières années? Quelle sera votre stratégie pour mener à bien tout à l'heure, je dis quand même qu'on a quand même un savoir-faire qui est reconnu de plus en plus, puisque le ministre-président, quand il se déplace à Saint-Josse, il dit régulièrement qu'on est la commune la plus active en matière de rénovation urbaine. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'observateur régional, c'est celui qui va dans toutes les communes avec la compétence régionale qui le dit à chaque fois. On a rénové, on a construit la maison des enfants, on a inauguré avec le ministre-président, on inaugure une crèche avec des logements HCC de Louvain, on a terminé des logements sociaux avec une crèche. Par exemple, quand vous prenez le contrat de quartier Axe durable de Louvain, c'est la partie fédérale qui n'a pas été réalisée. Elle n'a pas été réalisée parce que le fédéral a demandé de prendre cette partie-là. Elle n'a pas fait le dossier. Nous l'avons fait. Nous l'avons sorti de terre et nous avons fait un avenant dont on parlait tout à l'heure, une demande par rapport à l'entrée. Voilà. On adapte. Concernant les appels à projets pour les fonds de la région, nous n'avons pas eu un accord qui n'est pas dû à notre volonté. Simplement, c'est important de rappeler la vérité. La réalité, c'est quand on a voulu acheter l'observatoire, le prix qui a été proposé par la région était en deçà de la demande du privé. C'est tout, hein, les amis. On ne peut pas tout le temps dire que c'est de la faute de la commune, c'est pas notre faute. Nous travaillons en suivant la loi. La loi dit le prix est estimé par la région. Nous demandons le prix de la région, et si le privé est d'accord, on peut acheter. Le privé demandait 2 millions de plus. On n'a pas pu l'acheter. Excusez-moi, j'ai dit l'observatoire, je parle de la tour de l'EPFC. Entre nous, soit dit, le PFC a été vendu encore plus haut que ce qu'on vous avait proposé. Voilà, on dit ça comme ça. Et quand c'est la commune, ça fait l'objet de publicité très, très importante. Quand c'est d'autres partenaires, on en parle moins. Quand on a rentré l'appel à projet pour des violences intrafamiliales sans abri, nous avons reçu. Quand on a rentré le dossier pour le fonds régionaux pour le bâtiment réel, on a reçu plus de 4,5 millions sur les 5 millions qu'on a payés. De la même manière, aujourd'hui, on est la seule commune, par exemple, à avoir introduit un dossier pour le stade. Pour le stade, on est les seuls à avoir préparé un dossier qui est quasi ficelé. Donc on va le déposer, on espère avoir le permis et ouvrir le marché à partir de 2020. Donc, je ne peux pas, je peux comprendre qu'un dossier puisse être compliqué, amélioré, possible, que pour la région, il a peut-être manqué des choses que nous n'aurions pas vues. Nous sommes prêts, évidemment, à nous asseoir autour d'une table, à représenter un dossier, mais au préalable, je suis vraiment curieux de lire les raisons qui ont pu pousser les uns à avoir un contrat de quartier et les autres pas. Parce que je ne suis pas certain que tout le monde ait un service de rénovation urbaine à ce point professionnel. Parce qu'on me dit que dans certaines communes, il n'y a pas de service. Il n'y a pas de service, et parmi les préalables qu'on demande pour l'introduction de leur dossier, c'est de dire construisez un service d'abord. Nous, on a le service, on a le savoir-faire, on se déploie sur le terrain, et on a vraiment besoin de cette manne régionale pour, je dirais, poursuivre le travail de rénovation. Et donc, à votre question, oui, une fois qu'on aura reçu le courrier, on aura échangé avec la région. On espère évidemment pouvoir décrocher pour l'année prochaine ce contrat de quartier, puisqu'il est vital pour une commune comme la nôtre. Quand vous l'année prochaine?
Mais déjà avant sur quand même l'explication, je trouve que à tout le moins, nous avons fait le travail. Et je trouve regrettable que nous n'ayons même pas eu une explication. On n'a pas reçu un courrier, on a écrit pour savoir pourquoi. Parce que je trouve que nous prenons d'écrire, on apprend dans la presse que c'est un long. On voudrait d'abord savoir pourquoi et après verrons. Merci beaucoup, M. Bourrès. Vous pouvez garder le micro puisque nous passons à la proposition de motion concernant la violence féminine. Allez-y. Monsieur le Président, merci pour la présentation. Monsieur le bourgmestre Réjevin, chers conseillers communaux, en mon titre de qualité, je viens d'écouter au nom de la liste du bourgmestre une motion intitulée Saint-Josse s'engage contre les violences faites aux femmes pour la reconnaissance du féminisme. Antoine Guterres, secrétaire de l'ONU, déclarait « Tant que les femmes et les filles qui forment la moitié de la population de la planète ne vivront pas à l'abri de la peur, de la violence et de l'insécurité quotidienne, il nous sera impossible de prétendre nous vivre un monde juste et égal. » La Belgique est signataire de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et de la violence domestique, dite Convention d'Istanbul. Celle-ci définit la violence à l'égard des femmes comme une violation des droits de l'homme et une discrimination de genre. Malheureusement, notre pays n'est pas épargné par cette violence et l'actualité de ces dernières semaines nous le rappelle tristement. Plus précisément, le blog Stop Féminicide répertorie le nombre de victimes de féminicide en Belgique, comptabilisé malheureusement 21 victimes pour l'année en cours. Elles étaient 37 sur en 2018 et 40 en 2017. Malgré ces tristes constats, le féminicide, défini comme le meurtre d'une ou plusieurs femmes ou filles en raison de leurs conditions féminines, c'est-à-dire en raison de leur identité de genre, n'est toujours pas reconnu dans le code pénal belge, malgré des demandes répétées des associations. Or, celui-ci l'est depuis 2013 en Italie et en Espagne, ainsi que dans plusieurs pays d'Amérique latine. Je tiens également à souligner que Saint-Josse a fêté ce 5 novembre 2019 les 10 ans de la plateforme communale de lutte contre les violences entre partenaires et familiales. Celle-ci, à travers son réseau associatif, effectue un travail remarquable dans l'écoute et l'accompagnement des victimes, la formation et la mise en réseau des professionnels. Je vous invite d'ailleurs, chers conseillers, à visiter l'exposition en cours à l'étage et à découvrir une superbe bannière reprenant toutes les initiatives entreprises et soutenues par les autorités de Saint-Josse. Il est important, selon mon groupe, de donner un signal fort à l'approche de la journée du 25 novembre pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Ainsi, je vous demande le soutien à cette motion et de faire en sorte que Saint-Josse renforce son action dans la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et pour la reconnaissance du féminisme. J'ai compris pourquoi vous étiez. J'ai enfin compris pourquoi vous faisiez une concurrence vestimentaire à M. Jabou. Vous aussi très élégant. Enfin, des concurrents sérieux, c'est bien. Alors, merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Des interventions là-dessus. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci pour le dépôt de cette motion. Et effectivement, le groupe écolo se réjouit vraiment, du dépôt de cette motion au Conseil communal de Saint-Josse. Et comme le conseiller l'a rappelé, l'actualité est triste, un événement qui fait prendre conscience, peut-être de manière encore plus accrue, de l'importance de lutter contre toutes les violences qui sont faites aux femmes, les violences physiques, mais effectivement également les violences psychologiques et autres. Alors, si le groupe se réjouit de cette motion, on peut par contre s'interroger sur certains points qui sont repris et surtout sur l'absence de certains points dans cette motion. Parce qu'à Saint-Josse, nous pouvons nous targuer depuis 2011 d'être une des seules 13 communes en
Belgique, signataire de la Charte européenne pour l'égalité des hommes et des femmes dans la vie locale. Donc, c'est une charte qui a été créée et à laquelle Saint-Just a adhéré en 2011. À Bruxelles, il y a très peu de communes qui ont adhéré, que du coup, pour l'ensemble de la Belgique, il n'y en a que 13. Et parmi les obligations qui découlent de la signature de cette charte, on en trouve de nombreuses qui sont déjà reprises dans le corps du texte de la motion qui est proposée aujourd'hui au Conseil. Alors, c'est une très bonne chose de rappeler ces obligations auxquelles Saint-Just a souscrit déjà depuis 8 ans, mais c'est également un peu inquiétant quand on voit la manière dont elles sont formulées, parce qu'en réalité, ces obligations sont déjà présentes pour la commune de Saint-Just depuis de nombreuses années. Et donc, on peut s'interroger sur l'opportunité de certaines formulations, sur, par exemple, le fait d'intégrer les dimensions du genre dans toutes les politiques communales. Et donc, on lit dans la motivation, considérant que l'actuelle majorité a décidé d'intégrer la dimension du genre dans toutes les politiques communales. Et donc, en réalité, cette obligation de gender mainstreaming, la commune de Saint-Just, c'est depuis 2011 qu'elle a décidé d'y adhérer. Et j'estime, j'imagine, j'espère, et comme on l'a beaucoup rappelé au sein du conseil communal, j'espère que la commune de Saint-Just n'a pas attendu maintenant cette notion et la majorité actuelle n'a pas attendu d'être mise en place pour intégrer cette dimension du genre dans toutes les politiques communales. Alors je vous avoue que j'ai vérifié cette question dans la note de politique générale et dans la note budgétaire. C'est vrai que dans la note de politique générale, ça s'y retrouvait déjà. Ça se retrouvait déjà également auparavant. Par contre, dans la politique budgétaire qui a été proposée dernièrement, ça ne s'y retrouve pas. Donc j'ose espérer que pour le budget 2020, qui nous avait été proposé pour octobre et que nous avons toujours pas reçu, dans ce cas-là, ça va se retrouver intégré dans les différentes politiques. Concernant les autres propositions, on peut évidemment se réjouir de tout ce qui est repris dans la proposition de motion que nous allons évidemment soutenir sur le principe, et je vais laisser M. Moussine, si vous me permettez, M. le Président, si vous lui donnez la parole, faire des remarques beaucoup plus techniques sur les autres motions. Mais je voudrais quand même attirer l'attention sur les différents considérants qui sont repris dans la motion, et je me demande s'il y a une manière d'intégrer en fait les actions qui sont déjà menées par la commune de Saint-Just dans ces différents considérants, pour faire en sorte de s'inscrire dans la continuité, tout en mettant l'accent sur le problème maintenant spécifique des féminicides, mais en gardant à l'esprit les problématiques qui sont liées à l'égalité dans tous les domaines de la vie communale, au niveau local et au niveau également régional dans laquelle la commune s'inscrit, au niveau fédéral dans lequel la commune s'inscrit, et la question du genre liée à la violence également dans ce cadre particulier. Par ailleurs, je tiens à souligner, et peut-être que c'est l'occasion de rectifier ou en tout cas de préciser la problématique ici, que dans la note de politique générale qui a été proposée par cette majorité, dans l'aspect sur la prévention et la sécurité, on se rend compte que pour la prévention et la sécurité, la question de la lutte contre les violences intrafamiliales est une priorité pour la commune de Saint-Just. Elle n'intervient qu'en 7e point des priorités pour la commune de Saint-Just, après la lutte contre les cambriolages dans les habitations, après la lutte contre les nuisances, je cite, liées à la prostitution, etc., etc. Et donc, c'est peut-être ici l'occasion d'insister sur l'importance primordiale de la lutte contre les violences faites aux femmes à Saint-Just. Et on se réjouit d'ailleurs des 10 ans, effectivement, qui ont été fêtés de cette plateforme qui est mise en œuvre au sein de Saint-Just, de l'ensemble des associations qui ont leur siège sur le territoire de la commune de Saint-Just, et des plateformes d'associations qui ont leur siège sur le territoire de la commune de Saint-Just. Nous avons l'expertise et nous avons le réseau qui est déjà présent. Et donc, c'est une excellente nouvelle, le fait de pouvoir encore renforcer cette expertise, mais de la bonne manière. Merci. Je vous remercie. Je vous propose de passer la parole à M. Moussine. Ensuite, vous remercie. Je commencerai par une proposition, parce que je pense que sur base d'un texte comme celui-ci, j'ai envie de dire, empêcher à l'ensemble, un nombre important de femmes présentes ici de participer à l'élaboration de textes est un peu dommage. Sur plusieurs des motions que nous avons faites dans le passé, ce que nous avons toujours proposé, c'était de faire des commissions pour pouvoir l'alimenter et essayer d'arriver à un texte qui est un texte qui rassemble le plus. Or, nous avons énormément de remarques et nous pensons qu'un travail en commission nous permettrait sans aucun doute d'améliorer le texte plutôt que de le faire au conseil communal. Donc voilà, c'est une proposition que je fais pour éviter
parce que je pense que c'est la meilleure méthode pour avancer. Si la liste du bourgmestre va dans ce sens, en tout cas, nous en serions heureux. Je vous remercie, M. Bousse. Je pense qu'il y a quand même une date qui arrive, c'est la journée internationale de violence faite aux femmes. Le dépôt de cette notion va dans cette direction. Donc, libre, évidemment, au groupe écolo de pouvoir déposer des textes. Vous ne l'avez pas fait, vous l'auriez fait. On aurait pu imaginer de faire une commission réunie demain, mais il y a quand même un momentum. Aujourd'hui, on est à quelques jours de la célébration d'une grande journée, celle de l'élimination des violences faites aux femmes. Et c'est dans ce sens-là que M. Passandi, que Yves va préparer cette notion. Moi, je trouve très important de consacrer la notion de féminicide. On peut parler d'égalité homme-femme, on peut parler de violence faite aux femmes, on peut parler de tout ce que l'on fait déjà. Et on le fait dans le texte. Peut-être que ce n'est pas écrit de manière détaillée. Mais est-ce qu'il fallait reprendre tout ce que fait, je dirais, la plateforme de violence entre partenaires intrafamiliales? Je ne pense pas. Ce travail n'est pas celui-là. On fait référence au travail qui est au niveau communal. On fait référence à un certain nombre de choses. Mais ici, c'est quand même l'idée de consacrer le féminicide. La définition qui est reprise ici sur le féminicide, je crois que tout le monde est d'accord. La notion dit clairement, c'est une notion pour la reconnaissance de ce crime. Et il y a des demandes qui sont faites, c'est vrai, ce sont des choses qui sont déjà faites au niveau communal, mais c'est toujours important de les rappeler. Je pense que non, on ne fera jamais assez de sensibilisation, on ne fera jamais assez de formation, d'information, de formation, de travail avec le terrain. Donc moi, je comprends la demande de M. Moussi, mais d'un autre côté, il faut comprendre la majorité. Il y a quand même une date importante. C'était important sur le principe d'approuver cette motion ce soir pour montrer que Saint-Josse envoie un signal fort, tous ensemble, pour lutter contre le féminicide. Moi, je suis pour le maintien de la motion. Écoutons, alors, abordons les différents points au fur et à mesure. Et voilà, je pense que le message était envoyé, le fait déjà de l'inscrire à l'ordre du jour, c'est un message. Le fait de, le 25 novembre, mettre le drapeau en berne, ce sera un message. Donc, je pense qu'on peut avancer. Et le fait de travailler sur un texte pour l'améliorer, c'est sans doute le meilleur message qu'on pourrait envoyer aux victimes ou aux potentielles victimes. Mais voilà, c'est votre choix, il n'y a pas de souci. On va donc travailler point par point et peut-être aussi avoir quelques questions de clarification parce que je pense que comme c'est des demandes assez précises, des fois à l'administration, des fois au CPAS, des fois à la police, je pense que le mieux c'est d'être le plus précis. Donc, concernant l'article 1, pour devenir précurseur dans la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes, je crois que précurseur, j'ai pu voir une série de communes qui ont fait des tas de choses bien avant nous. Donc, précurseur, on ne le sera pas. Par contre, je pense qu'on peut aspirer à devenir un modèle. Donc, ce que je souhaiterais, c'est remplacer le mot précurseur par modèle. Je pense que c'est quelque chose de plus juste. Ensuite, pour le point 2, je fais au fur et à mesure des propositions. Après, je peux le faire sur papier ou vous me dites qu'on les intègre ou pas. Voilà. Pour le point 2, c'est présenter au Conseil communal un plan d'application de la Convention d'Istanbul au niveau communal. Je trouve que c'est bien. Mais ce que je souhaiterais rajouter, c'est présenter au Conseil communal un plan d'application concret et mesurable. Je crois qu'il est essentiel qu'une fois, parce qu'on a pu le constater qu'on a voté des chartes dans le passé et qu'il n'y a pas eu de suite, ou en tout cas qu'on n'a pas pu mesurer l'impact de ce qui a été fait. Et donc, je proposerais qu'entre le mot donc, application et de la Convention, on rajoute concret et mesurable. Ensuite, il est marqué intégrer, le point suivant, intégrer de manière transversale et structurelle la question de l'égalité et des violences dans la conduite de toutes les politiques publiques. Écoutez, je crois que c'est l'idée du gender mainstreaming, c'est-à-dire intégrer l'ensemble des politiques. Voilà, comme on l'avait voté dans la charte, ça me semble pertinent. D'établir un diagnostic local pour connaître et améliorer les dispositifs d'aide disponibles sur le territoire. Je pensais que ça se faisait déjà. Alors,
monsieur le bourgmestre, vous me dites qu'on peut mettre des choses qu'on fait déjà, mais si c'est déjà fait, je trouve que ce n'est pas utile de le mettre. Donc, je voudrais savoir si la commune a déjà établi une liste des différents dispositifs, s'ils sont disponibles. Moi, j'ai l'impression que c'est le cas. J'ai pu voir certains sites mis en place par la région qui permet d'identifier en fonction du type, par exemple, des violences effectivement intrafamiliales. Vous cliquez et vous avez toutes les associations tenoudoises, par exemple. Voilà. Donc, peut-être améliorer l'information. Je pense que le problème aujourd'hui est peut-être plus là, c'est mettre l'information à disposition. De développer des initiatives locales permettant l'hébergement d'urgence des victimes de violences. Alors, nous avons une maison qui accueille les femmes qui sont victimes de violences. Est-ce que ce point-là, là je pose la question à la majorité, parce que je pense qu'on envoie un message important, est-ce que l'idée c'est de faire une nouvelle maison et de demander des budgets? Donc je voudrais une clarification, parce que ça on le soutient à 200%. Ensuite, de faciliter les formations pour nos agents communaux. Là je trouve que ça manque d'ambition. Parce qu'on ne doit pas faciliter. Là. Moi, je pense qu'on doit remplacer faciliter, de mettre en place, et comme il existe en plus des formations organisées par Bruxelles, même le préciser, de dire que l'ensemble des agents communaux, alors là c'est plus pour les agents, les gardiens de la paix qui sont sur le terrain, qu'ils aient une formation, la formation de Bruxelles qui est mise en place. Moi, j'ai vraiment envie que, comme je le disais, que ce soit quelque chose de mesurable. Et donc, on a souvent parlé de budget de formation qui n'était pas utilisé ou de temps de formation qui n'était pas utilisé. Et là, je voudrais vraiment qu'on ait quelque chose de plus clair, de renforcer la mise en réseau des professionnels. Ah oui, pardon. De sensibiliser et former au premier accueil les professionnels qui ne sont pas directement concernés par l'accompagnement des victimes, mais qui doivent pouvoir les orienter. Je pense que c'est une bonne idée, mais j'ai envie de dire que les premières lignes doivent toujours être formées à ça. J'ai envie de dire que laisser entendre que les personnes de l'accueil ne sont pas directement concernées, ils le sont parce qu'ils sont toujours en première ligne, et c'est le rôle de la première ligne. Donc c'est peut-être apporter les outils nécessaires à la première ligne pour l'accueil. Moi, je le formulerais plutôt dans ce sens-là. De renforcer la mise en réseau des professionnels. Alors là, je m'adresse au rédacteur de la motion. Je voudrais savoir de quels professionnels il parle, parce que c'est assez vague. Est-ce que c'est les professionnels dans l'ensemble des professionnels, les médecins, les infirmières, les assistants sociaux, enfin, tous ceux qui sont concernés, ou voilà, c'est avoir une idée plus précise. De mettre symboliquement en berne le drapeau le 25 novembre, je pense que c'est une bonne initiative. De renforcer les liens avec les coordinations de l'égalité des chances d'autres communes. Je pense que la coordination est quelque chose d'important, mais il existe, en l'occurrence, à Bruxelles, en région bruxelloise, BPS, donc Bruxelles Prévention Sécurité, dont le rôle est de mettre en place ces coordinations. Et donc là, je me dis, on devrait plutôt inviter BPS à être beaucoup plus attentif dans son prochain plan, parce que j'ai vérifié et j'ai vu que le plan qui se termine en 2019, le mot femme ne se retrouvait qu'une fois. Et donc moi, je crois que là, on doit adresser un message à BPS en disant une attention particulière à la question des féminicides dans son prochain plan. Renforcer les liens avec la région et autres bailleurs potentiels pour avoir des subsides, oui. Demander aux écoles de travailler dans le cadre de la prévention à la vie affective et sexuelle, à sensibiliser à la question des violences faites aux femmes. J'ai envie de dire, là, c'est plutôt pour les bras, c'est plutôt les plannings familiaux. Donc, c'est plutôt les plannings familiaux qui font ce travail. Alors, on peut demander aux plannings familiaux de le faire plus, mais moi, j'ai l'impression qu'ils le font déjà bien. Et donc, envoyer un message aux plannings familiaux de dire qu'ils doivent le faire plus, alors que sur base des éléments que j'ai, alors peut-être que je me trompe, mais si vous considérez que les plannings familiaux ne le font pas assez, il faut l'indiquer, alors dire aux plannings familiaux d'être encore plus attentifs. Et moi, sur base du travail qu'ils font, leur
retour est plutôt positif. Donc, sur ce point-là, je voudrais avoir votre avis. Promouvoir les expositions, je suis d'accord. Alors, sur l'article 2, je trouve que la demande est assez étrange. Dans la zone Anderlecht Forest Saint-Gilles, les écologistes ont déposé au conseil de police la même motion sur le fait d'avoir un plan d'action concret et mesurable au niveau de la zone de police. Nous le ferons sans doute au niveau de la zone nord, mais donc moi je proposerais que pour l'article 2, c'est-à-dire demander au collège de police d'élaborer un plan d'action concret et mesurable de l'application de la Convention d'Istanbul, que ce soit une demande directe, et je pense que ce sera relayé assez rapidement. Au-delà de ça, il y a aussi d'autres demandes qui ont été faites par une série d'associations que je souhaiterais intégrer. Il y a par exemple la demande, que je trouvais intéressante, c'était de consacrer un budget spécifique à hauteur de 2% du PIB pour la mise en œuvre du plan d'action national contre les violences à l'égard des femmes. Parce que là, effectivement, il y a un plan, mais encore une fois, c'est un plan fait de plein de bonnes intentions. Et l'idée de cette association féministe, c'est de dire, là maintenant, on doit pouvoir calculer et chiffrer. Et je pense que c'est assez important. Alors, comme autre demande, l'une des demandes de ces associations féministes, c'était également de mettre un mécanisme de protection et de soutien et de réparation pour les victimes, ainsi que des mesures de prévention. Je pense qu'on doit insister sur les questions de prévention. Je pense que ces mécanismes sont importants de protection. J'ai envie de dire qu'une fois qu'un féminicide s'est produit, c'est une tragédie. La prévention, c'est éviter ça. Et lorsqu'on voit en Espagne, ce qui a permis sans doute de diviser par 2 le nombre de féminicides, c'est de gros investissements qui s'élèvent à, je crois, en Espagne, c'était plus d'1 milliard d'euros dans des politiques. Mais je vais attendre que M. Boyquet ait fini de rire. Voilà. Non, mais je vous en prie, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être un souci. De mettre des moyens énormes. Et en Espagne, le constat, c'est que c'était en mettant des moyens dans les politiques de prévention, dans la justice, qu'on est arrivé à faire reculer ces féminicides. Et je crois que les moyens financiers sont un levier important. Et alors, je ne sais pas comment le formuler, mais ce qu'on constate en tout cas, c'est une difficulté d'avoir des chiffres. Et je vais prendre un exemple, c'est à la fois sur les féminicides, ça se fait par l'associatif, on a l'impression que c'est... Mais il y a tout un volet des féminicides dont on n'a pas de conscience, c'est le suicide des femmes. Un nombre important de suicides des femmes, eh bien, ce sont également des féminicides, parce que ce sont des femmes qui sont arrivées à bout, parce qu'elles sont victimes de violences au quotidien et qui mettent fin à leur vie avant que parfois leur conjoint ne le fait. Et je crois que ces chiffres, par exemple, sur les questions de suicide dus aux violences faites aux femmes, doivent être intégrés dans les chiffres de féminicide. On ne peut pas les écarter. Donc voilà, ce sont des éléments qu'on aurait souhaité et qu'on souhaiterait intégrer. Voilà, la difficulté, c'est de le faire au conseil communal aujourd'hui. Ce n'est pas évident, je suis sûr et certain qu'il y a d'autres éléments que d'autres personnes auraient voulu ajouter. Mais voilà, j'aurais souhaité entendre en tout cas l'auteur du texte sur les éléments que j'ai apportés et la possibilité de les intégrer dans le texte de la majorité. Merci beaucoup. Le bourgmestre va intervenir ou pas sur ce point, Madame Junot, oui. Peut-être encore 2 petites remarques, je dirais, par rapport aux femmes les plus vulnérables et pas vulnérables. Ce sont, 1, les sans-papières et 2, les travailleuses du sexe. Donc, les sans-papières, à l'heure actuelle, normalement, une sans-papière qui est violée, battue ou autre, en allant porter plainte, normalement, le policier est obligé d'arrêter parce qu'elle est sans titre de séjour. Et donc, je sais que certaines communes ont développé une politique de personnes de confiance, qui est, et ça existe aussi parfois pour la lutte contre les marchands de sommeil et autres, qui est un policier avec lequel il y a un engagement que ce policier n'arrêtera pas la personne sans papier qui vient porter plainte. Et je pense que par rapport à la défense
des femmes sans papier, c'est vraiment un élément très important qu'elles aussi puissent être défendues quand elles sont confrontées à la violence, parce qu'on le sait, elles sont particulièrement en situation de fragilité, de précarité. De la même manière, par rapport aux travailleuses du sexe, on sait que ce sont un peu des parias de notre société et que donc certaines personnes jugent qu'ils peuvent impunément commettre des violences, des agressions, et on le voit ces dernières semaines. Je pense que c'est aussi important que la commune souligne sa volonté de ne pas permettre des actes de ce type. Je vous remercie. Vous souhaitez intervenir à ce sujet? Tout a été dit. Pas tout a été dit. Bon, il y a un travail qui a été fait, certes, il n'était pas parfait. Si, je dirais, le groupe écolo, les amendements qu'il dépose, sinon, je ne m'en convainc pas. Alors, on vous demande une petite suspension de séance parce qu'on a reçu le texte très tard et donc on n'a pas eu l'occasion. Il a été remis dans le délai imparti. Oui, tout à fait, mais par exemple, Non, mais la motion climatique, on l'a transmise Monsieur le Président. 3 semaines avant pour que vous ayez l'occasion de la travailler. Là, il y a des délais. Monsieur le Président, je comprends. On aurait fait ce que vous faites, vous nous auriez rappelé le règlement. On vous écoute, pour la peine de vous écouter, on ne vous dit pas que vous ne pouvez pas déposer des amendements, vous pouvez le faire. Vous faites de l'oral, avec tout le respect, voilà, c'est très bien, mais à un moment donné, faites une proposition, on mettrait en débat, et on le votera à la fin, mais on ne peut pas travailler dans des conditions comme celle-là. À un moment donné, il faut écrire ce que vous voulez faire. Hein. Ce que je vous propose, c'est la chose suivante. M. Bassati va intervenir sur votre demande d'interruption de séance. Est-ce que 10 minutes vous suffiront? 10 minutes maximum. Ça vous va, ça? Monsieur Bassati, interruption de séance, puis le prendre. Merci. Je veux juste préciser une chose, c'est que tout d'abord, les considérations ainsi que les éléments qui ont été faites, ça a été justement en association avec les associations, et de ce que j'ai assisté le 5 novembre dernier, il y avait la plateforme de l'organisé 10 ans. J'ai rencontré de nombreuses associations qui nous fait part de leurs remarques, qui nous fait part également de ce qu'on pouvait améliorer. Et la dimension, justement, c'est dans cette dimension que ça s'inscrit. C'est-à-dire que, effectivement, je reprends des choses qui sont déjà faites, et ça, je parle sous le contrôle de l'égide de l'égalité des chances. Mais en plus de ça, je remonte également ce que les associations souhaitent au niveau de la commune. Il n'y a pas plus ni moins. Je pense que ce qui pour moi était important, c'était avant tout d'envoyer un message fort. Il y a des communes qui, à la fin du 25 novembre, ont déjà pris position par rapport au féminicide. Et pour moi, je trouvais qu'il était important que Saint-Josse, qui déjà, comme rappelé, a pris des initiatives par rapport à la violence contre les femmes depuis des années. La plateforme est depuis 2009, dont les formations mises en place par Mme Lévin, et je trouvais que c'était important que Saint-Josse s'inscrive dans cette dynamique-là. Voilà, c'est rapidement. Monsieur Bassati, c'est d'accord, vous avez terminé votre intervention aussi, vous avez 10 minutes si vous voulez bien dans le champ de service. Toute dernière intervention, Mme Marquet. Non, c'est absolument pas, comme je l'ai dit. Vous avez le micro et toute l'intervention. Comme je l'ai dit en tout début de l'intervention, donc ce n'est absolument pas la motion relative à la reconnaissance du féminicide et à l'importance de cette reconnaissance du féminicide qui est mise en cause. Donc ce n'est absolument pas la motion en tant que telle qui est mise en cause, c'est d'une part la manière et la procédure. Vous dites, vous avez eu vos consultations dès le 5 novembre. Le groupe Écolo Brune regrette de ne pas avoir été part à ces consultations. Pourquoi? Parce que nous avons déposé une motion sur l'urgence climatique. Nous l'avons envoyée aux autres groupes qui sont présents au sein de la commune 3 semaines à l'avance. Nous n'avons reçu aucun commentaire par rapport à cette motion. Donc nous l'avons déposée au conseil communal. Mais nous avions effectué les consultations nécessaires afin qu'à la commune, on puisse éviter justement ce genre de situation que nous vivons maintenant, où nous allons devoir déposer des amendements en séance. C'est la première chose. Et la deuxième chose, il n'est aucunement question, comme vous le sous-entendez, de remettre en cause la question de la reconnaissance du féminicide. Au contraire, ce dont il est question, c'est d'être cohérent au sein de la commune. C'est-à-dire de pouvoir dire que nous avons des engagements que nous avons pris au sein de la commune depuis 2011 et que écrire dans une motion qu'on demande que ces engagements soient des nouveaux engagements, en réalité, n'est pas cohérent par rapport aux politiques qui sont déjà menées et vous l'avez rappelé.
Merci. Le maire souhaite intervenir. Vous aurez ensuite 10 minutes d'intervention. Je voudrais quand même remercier les conseillers communaux qui sont venus à la journée de célébration des 10 ans de la plateforme. Il y avait aussi des conseillers communaux qui sont venus, comme des conseillers communaux socialistes et des échevins. On a participé à cette journée de travail. Et à l'issue, il y a eu une proposition. Tout le monde peut déposer des motions. Vous devez quand même faire le reproche. Et c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, madame, si vous écoutez. C'est ce que j'ai dit. Mais il faut écouter, hein. Écoutez. Et je termine, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je peux terminer? Monsieur le Président, je peux terminer? Je voudrais simplement dire ceci. On est dans la plus grande légalité, dans le respect des délais. Tout le monde doit faire la même chose. Quand on nous fait le reproche à la majorité, qu'on se l'applique à soi-même. Une séance dans 10 minutes, c'est à la carte. Merci beaucoup.